Droit, santé, éducation, culture. N, c'est la première, ligne directe. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ligne Directe, la deuxième partie. Depuis plus de 20 ans, Véronique Mézy explore les liens sociaux en Nouvelle-Calédonie, anthropologue de terrain. Elle s'immerge au cœur de la communauté kanak et pluriethnique pour comprendre les solidarités, les identités, les tensions et les espoirs qui traversent notre société. Aujourd'hui, au travers de son podcast, elle questionne notre société, interroge sur les mots employés, les concepts utilisés. On va d'abord apprendre à la connaître et on parlera de son podcast. Véronique Mézy, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette deuxième partie de Ligne Directe. N, c'est la première, ligne directe. Vous êtes donc anthropologue, médiatrice et formatrice. Qu'est-ce qui vous a mené vers l'anthropologie ? Alors je dirais que c'est la curiosité. La curiosité de l'autre, l'envie de comprendre comment fonctionnent des mondes qui sont parfois et souvent éloignés du mien. Et j'ai toujours fait de l'anthropologie en fait, même si mon parcours était un peu plus chaotique, puisque j'ai commencé comme juriste en droit de l'environnement pour un ministre à Bruxelles. Mais déjà à l'époque, avant d'élaborer une loi ou une réglementation, j'allais essayer de comprendre comment ça fonctionnait sur le terrain, comprendre les concepts, comme vous avez dit, les mots, les dynamiques sociales. Et après, je co-construisais le droit avec ces personnes. Et quand je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie, nécessairement, je me suis trouvée sur un terrain absolument extraordinaire, extraordinairement riche. Et donc, l'anthropologie a continué. Voilà. Alors, pourquoi ? Pardon ? Non, allez-y. Pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Calédonie ? Alors, j'ai envie de dire que c'est la Calédonie qui m'a choisie. Je suis arrivée ici pour des raisons personnelles. En fait, je suis venue la première fois en Nouvelle-Calédonie il y a 30 ans pour mon voyage de noces. Oh. Et je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de cette terre, je suis tombée amoureuse des gens. Je trouvais que c'était un pays extraordinaire, traversé par plein à la fois de tensions, mais aussi de force. Et du coup, j'ai eu envie de revenir 10 ans après. Donc, c'est vrai que ça fait un peu plus de 20 ans que je suis ici. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays qui est extrêmement riche. Riche de ses cultures, de ses personnes, de ses habitants. Et c'est un pays où on vit l'anthropologie au quotidien, au jour le jour, et pas dans un livre. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Comment vous définissez le lien social qui nous relie tous ? Alors, en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, il est particulièrement dense, je trouve, riche, exigeant et vital. Alors vital parce que, et vous avez été aux premières lignes, notamment l'année dernière, on s'est rendu compte que sans ce lien social, peut-être qu'on n'aurait pas survécu à tout ce qui s'est passé. C'est encore le cas actuellement. Il est très dense parce qu'on est quand même un petit pays qui est isolé. Et il y a une espèce de transparence sociale puisque tout le monde se connaît. Et puis, il est aussi très exigeant, il est très fragile. Donc, je pense qu'il faut en prendre soin. Quel a été votre premier terrain de recherche ici ? Alors, quand je suis arrivée il y a un peu plus de 20 ans ici, à l'époque, c'était la construction de l'usine du Sud qui s'appelait Goro Nickel. Et donc, ça a été mon premier terrain de recherche puisque j'ai mené, avec toute une équipe évidemment, l'étude d'impact social de ce projet. Donc, j'ai été, moi, occidentale, métro, oreilles arrivant, catapultée dans les tribus d'Yaté. Et puis, j'ai commencé avec des méthodologies participatives à essayer de comprendre quel impact ce projet aurait sur la façon dont les gens vivent au quotidien, sur leur culture, sur leur langue, sur la façon dont ils éduquent leurs enfants, sur la façon dont ils transmettent, sur la façon dont ils font société et sur leur rapport au monde. Donc ça a été mon premier terrain qui a été très formateur. Donc ce qui veut dire que pour un projet d'une telle envergure, on étudie l'impact sur le bassin environnant ? Exactement. À l'époque, et ça il faut leur reconnaître, c'est vrai que Goro, c'était Inco, avait été un peu pionnier en la matière. Par la suite, les autres miniers s'en sont emparés, puisque la SLN l'a fait pour certains centres miniers, KNS aussi. Et puis actuellement, il y a d'autres gros projets. Je pense par exemple à Total Énergie Renouvelable, qui a des grands projets structurants, qui font aussi appel, notamment à mes services, à des services d'anthropologie, pour travailler en complète concertation et co-construction avec les voisins, avec les populations environnantes, et pour étudier pas que l'impact économique, mais aussi l'impact social
de leur projet. Alors, catapulté dès votre arrivée dans les tribus Diaté, comment vous avez été accueillis par la communauté kanak? Alors, j'ai été accueillie avec beaucoup de générosité, même si à l'époque, ça pouvait être très tendu. Beaucoup de générosité, mais beaucoup d'exigence aussi. C'est-à-dire que c'est pas un accueil qui est folklorique ou qui va nécessairement de soi, ça se construit. Ça se construit dans le silence, dans l'écoute, dans la patience et dans l'humilité. Mais ça, quels que soient les endroits où je suis allée en Nouvelle-Calédonie, j'ai toujours été très très bien accueillie. Est-ce que c'est facile d'établir un lien de confiance? Alors, je dirais pas que c'est difficile, mais il faut prendre le temps. Ça se construit pas comme ça. En plus, en Nouvelle-Calédonie, on connaît l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. J'ai pas besoin de revenir dessus. On sait que parfois, ça a été des histoires très, très conflictuelles, des mémoires qui peuvent être douloureuses. Donc, il faut respecter. Ça demande beaucoup de respect, ça demande beaucoup d'humilité et ça demande du temps. Mais une fois que la confiance, elle est gagnée, elle est là. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au fil de ces immersions? J'ai appris que la rencontre avec l'autre, ça nous transforme. Ça nous transforme toujours, parce que finalement, l'anthropologie, c'est se questionner sur la culture de l'autre, et du coup, ça nous permet de prendre du recul, de nous décentrer par rapport à notre propre culture, et de nous questionner sur des choses qu'on pensait naturelles ou normales, et de se rendre compte que c'était des constructions historique, collective. Donc ça m'a appris ça. Et puis à titre personnel, ça m'a amené peut-être 2 qualités que j'avais pas forcément, qui sont l'humilité et la patience. Vous parliez des événements de l'année dernière. Est-ce que ça a changé votre regard sur le pays, sur ses habitants, sur ses liens sociaux? Alors, ça c'est une question compliquée. J'avoue que l'année dernière, j'ai eu une vraie perte de sens. D'où d'ailleurs le podcast qui m'a permis de me reconnecter à ce que j'aimais. J'ai eu une vraie perte de sens parce que je me suis dit, moi j'ai fait beaucoup d'études, ça fait 20 ans, j'ai travaillé pour les provinces, pour des communes, pour le gouvernement, etc. Et j'ai eu parfois l'impression que j'avais dit certaines choses ou que j'avais recommandé et que finalement ces études, elles sont parties dans un tiroir. Peut-être parce qu'ils n'ont pas su s'en saisir, c'est juste un fait, je ne mets pas de jugement là-dessus. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu cette perte de sens assez profonde. Et puis finalement, à côté de ça, j'ai vu toutes ces solidarités aussi qui émergeaient à la marge, que ce soit les solidarités informelles dans les quartiers, que ce soit dans les tribus, que ce soit les associations. Et puis maintenant, quand je vois qu'avec tout ce qu'on a traversé collectivement, que les gens dans la rue continuent à se sourire, continuent à se parler, continuent à discuter, je me dis que ce lien social, il est quand même encore toujours là. Par contre, il y a eu un impact social très important qu'on n'a pas mesuré. Parce que finalement, on mesure l'impact économique et on n'arrête pas de parler des entreprises et tout. Et c'est vrai, il y a l'impact économique qui est vraiment très, très fort, très important. Mais on ne s'est peut-être pas assez penché sur l'impact social qu'a eu cette crise. Je ne sais pas comment on l'appelle, émeute, soulèvement, etc. Que ce soit en termes de solidarité, en termes de lien social, en termes de santé aussi, de santé mentale. Donc ça, c'est des choses dont je pense, si on veut pouvoir continuer la construction de ce pays dans un vivre ensemble, il faut absolument s'en emparer. L'autre des défis de nos problématiques repose sur l'identité. Est-ce que via un prisme anthropologique, on peut redéfinir cette identité? Je pense que déjà, une identité, elle est toujours mouvante. C'est pas moi qui l'ai dit. Ici, c'est Jean-Marie Djibaou qui disait l'identité, elle est devant nous. Et je pense qu'en tant qu'anthropologue, c'est exactement ça. Donc, on a déjà tous plusieurs identités à titre personnel en fonction des personnes avec qui on est. Et c'est normal. Et je pense que cette identité, oui, il y a des reconstructions identitaires qui sont en train de se faire. Et je prends pour exemple la jeunesse calédonienne actuellement, que je trouve une force vive absolument incroyable. Il faut arrêter de la voir sous un prisme négatif. Je pense que cette jeunesse est en train de réinventer une nouvelle identité, puisqu'on a des jeunes qui peuvent être très ancrés dans leur culture, dans leur territoire, et qui en même temps sont ouverts sur l'extérieur, que ce soit par les voyages ou par les réseaux sociaux, sont très mobiles, et ils sont en train de recréer une identité peut-être différente ou hybride en tout cas. Et ils ont beaucoup de choses, en tout cas nous, chercheurs, à nous apprendre. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre aussi aux institutions. Selon vos observations, quelles évolutions majeures avez-vous constatées en 20 ans ici ? Alors, on parlait d'identité. Donc moi, j'ai vu quand même une montée des tensions
identitaire, notamment en étant sur le terrain, puisque moi je suis beaucoup intervenue dans les quartiers sociaux, dans les squats, en tribu. Donc on a senti monter cette tension identitaire, parce que je pense qu'il y avait un manque flagrant d'écoute. Et en même temps, une vraie créativité sociale, j'ai envie de l'appeler comme ça, des véritables reconfigurations. On a presque l'impression, en tout cas socialement et au niveau des dynamiques sociales, que c'est un nouveau monde qui est en train de se créer en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous avez créé un podcast, pourquoi ? Alors, j'ai créé ce podcast justement suite à cette perte de sens dont je vous parlais. Et suite à une discussion avec cette personne qui m'a lancé sur ce podcast, qui est Robert Kakoué, que vraiment je veux remercier parce que tous les jours je me dis qu'il m'a reconnecté en fait à ce que j'aime profondément, c'est l'anthropologie. Et c'est suite à une discussion avec lui, il m'a dit mais en fait il faut que tu fasses un podcast, il faut que tu parles aux gens de tout ça, il faut que tu dises en tant qu'anthropologue ce que toi tu vis sur le terrain, ce que tu ressens et ce que tu analyses. Donc c'est parti comme ça avec cette volonté de partager en fait, de partager et que les gens se saisissent de cet outil anthropologique pour comprendre l'autre. Est-ce que vous constatez des différences entre des stigmates qu'on peut peut-être voir sur les réseaux sociaux et une réalité sur le terrain ? Oui, parce qu'en fait les réseaux sociaux amplifient tout, souvent dans le mauvais sens du terme, alors que sur le terrain, la réalité est beaucoup plus nuancée. Je pense, beaucoup plus fine. Et d'ailleurs, c'est là que l'anthropologie est intéressante, puisque l'anthropologie, elle permet d'aller dans ces interstices, elle permet de comprendre cette finesse, ces subtilités. Alors, à qui s'adresse votre podcast et quel type de récits, de réflexions ou de questions vous partagez ? Alors, j'ai envie de dire que ça s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui sont curieux, en fait, à tous ceux qui ont envie de comprendre comment fonctionne leur monde et comment fonctionne le monde de leurs voisins ou de ceux qui côtoient tous les jours. Mes réflexions, en fait, elles se font en fonction de mes rencontres, de mes envies, des questions qu'on me pose ou que je me pose. Donc c'est vrai que j'ai abordé, par exemple, dans le deuxième podcast, l'anthropologie de la négociation. Et ça, c'était en référence à tout ce qui se passait, parce qu'on sait qu'en ce moment, la négociation, c'est un mot à la mode, en tout cas en Nouvelle-Calédonie. Et aussi parce que il y a 20 ans de ça, j'avais eu la chance à l'université de suivre les cours de monsieur Alain Krishnart, qui nous avait fait un cours d'anthropologie de la négociation. Et qui nous avait expliqué qu'en fait, on ne négocie pas avec des arguments, on négocie avec des mondes. Et j'avais trouvé cette idée extraordinaire. Donc j'ai fait un podcast là-dessus. J'ai fait un épisode avec Karine David, sur les projets de société et surtout sur la place du citoyen dans ces projets de société ou ces projets institutionnels. Le prochain, c'est un scoop. Il est enregistré demain soir et il portera sur l'évaluation des politiques publiques. Parce que nous avons actuellement sur le territoire un spécialiste de l'évaluation des politiques publiques que j'ai rencontré et on a eu envie d'échanger là-dessus. Après, il y a l'adaptation au changement climatique qui m'intéresse beaucoup puisqu'il y a eu le forum il n'y a pas longtemps. Et puis plein d'autres idées, la jeunesse, les solidarités. C'est pas ce qui manque en fait. Donc c'est un podcast où vous exprimez vous-même vos réflexions, mais où vous avez aussi des invités. Exactement. Soit je suis toute seule et j'exprime mes réflexions toujours sous l'angle de l'anthropologie, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis je tire cette légitimité de ce que je vois sur le terrain, sans parler à la place des gens. Ça, c'est très important. Et puis oui, en fonction de mes rencontres et des intérêts communs qu'on peut avoir ou divergents, parce que c'est aussi intéressant, je peux avoir des invités. Vos sujets, vous les choisissez aussi en fonction de l'actualité ? Alors, pas nécessairement, non. C'est vrai que l'actualité m'interpelle, mais j'essaye d'être plus universelle, en fait, parce que je pense que l'anthropologie, ça peut apporter un éclairage sur l'actualité, mais il ne faut pas se laisser prendre dans cette nasse, en fait. Est-ce que l'anthropologie est une discipline neutre ? Ou en tout cas, est-ce que vous, en tant qu'anthropologue, vous êtes neutre ? Alors, c'est pas une discipline neutre, c'est une discipline honnête. C'est quoi la différence ? C'est une discipline honnête, c'est une discipline lucide. Et oui, pour moi, c'est aussi engagé parce qu'en fait, le fait d'essayer de comprendre l'autre, pour moi, c'est déjà agir et c'est déjà un engagement.
Donc dans ce sens-là, c'est engagé. Et oui, il y a des anthropologues qui sont très engagés, des anthropologues comme il y avait Alban Bansa qui était engagé du côté de l'indépendance kanak. Donc moi, j'ai pas cet engagement, mais mon engagement, c'est d'essayer d'amener des clés de compréhension. Est-ce que vous avez des retours de vos auditeurs de podcast ? Alors oui, j'ai des retours. Pour l'instant, je suis assez contente parce que j'ai des retours plutôt positifs de personnes qui me disent que ça fait du bien d'entendre une parole honnête, pour reprendre le mot que j'ai. Ça peut être neutre aussi, oui. Et puis qui se disent, ça les aide peut-être à voir les choses différemment, puis à se poser des questions. Est-ce que vous utilisez ce podcast comme un outil de propagande ou plutôt comme un outil de vulgarisation, de simplification de peut-être certains principes et concepts qui nous échapperaient ? Alors non, c'est plutôt en effet un outil de simplification, de vulgarisation. D'ailleurs, j'étais très contente parce que quand j'ai enregistré le premier épisode, qui était « L'anthropologie ne sert à rien », en forme de boutade, bien sûr, la jeune fille qui était en stage avec Robert Cacoué et qui a une vingtaine d'années, qui était là, m'a dit « Oh, j'ai tout compris, c'était super !» Donc pour moi, ça, c'est le meilleur résultat. C'est l'objectif. Et d'ailleurs, comment s'est fait cette rencontre avec Robert Cacoué ? Parce qu'il est un peu sur tous les fronts, très souvent sur notre antenne. Oui. Alors, Robert, on s'est rencontrés il y a quelques années. Il était encore à la Cécale à l'époque. Et puis, on s'est rencontrés tout simplement dans une soirée chez une amie en commun. Et puis, on a commencé à discuter, parce que c'est quelqu'un qui aime bien discuter, et moi aussi. Donc voilà, on s'est retrouvés sur plein de sujets. Et puis, maintenant, en fait, on est dans un espace de coworking où on partage nos bureaux. Et donc, on a des discussions à bâton rompu sur plein de choses. C'est comme ça que l'idée du podcast est venue. Et comment vous le voyez, votre podcast évoluer ? J'espère déjà pouvoir faire sortir plus de numéros. Et Robert me pousse d'ailleurs à ça. J'ai pas de plan en fait d'évolution du podcast. Pour l'instant, j'enregistre un peu au fil de l'eau en fonction de mes envies, de mes rencontres. Et puis, ce que j'espère, c'est qu'il aura une écoute et puis que ça va peut-être que les personnes vont se poser, vont comprendre que notre monde il est complexe, mais que c'est pas parce qu'il est complexe qu'on peut pas le comprendre en fait. Donc ça, pour moi, c'est important. Et en effet, si l'anthropologie n'amène pas de réponse ou de solution toute faite, mais elle amène à se questionner, peut-être à se questionner différemment. Et rien que ça, c'est vraiment très important. Donc l'anthropologie, ça sert pas à rien. Ça sert pas à rien. Non, c'était une boutade. Ça sert à rien dans le sens où c'est pas au service d'une cause. Si ce n'est peut-être en effet d'une certaine compréhension. Mais non, ça ne sert pas à rien, au contraire. Je trouve que c'est des lunettes absolument formidables pour rencontrer l'autre, mais vraiment. Est-ce que vous envisagez des conférences sur certaines thématiques ? Ah, j'adorerais. En fait, j'adorerais faire des conférences, j'adorerais donner des cours à l'université, transmettre. En fait, oui, ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Où est-ce qu'on peut trouver votre podcast ? Alors, il est sur YouTube. Au nom de Véronique Mézille, tout simplement. Et pour l'instant, il y a 3 épisodes, bientôt 4, et puis on va continuer. Et vous comptez vous développer sur Spotify, d'autres plateformes d'écoute, peut-être un autre format, des lives sur Facebook, par exemple ? Alors ça, faut demander à Robert, C'est votre chargé de communication. parce que c'est mon coach en communication et que c'est pas mon domaine. Non, pour l'instant, je trouve que c'est déjà pas mal d'essayer sur YouTube de faire grossir l'audience. Eh bien, pour terminer, 3 raisons pour inviter nos auditeurs, là, après l'émission, à aller sur YouTube et à écouter votre podcast. Alors, j'en donnerai 3 raisons. Comprendre. Écouter, comprendre, et puis peut-être mieux vivre ensemble. Des belles motivations. Donc, on rappelle votre podcast disponible sur YouTube, Véronique Mézille. Ça s'écrit MEZI2LE. Vous tapez le nom barre entrée et donc vous avez à disposition le quatrième épisode. Va bientôt sortir. On l'enregistre demain et donc dans la foulée, d'ici 2-3 jours, il sort. Et voilà, donc autant activer la petite cloche et vous abonner tant qu'à faire pour avoir toute l'actualité. Merci Véronique Mézille. Merci beaucoup, Sidji. D'avoir été
avec nous. Ligne Directe reviendra demain. Il sera question de faire l'école autrement. Nous recevrons donc des directeurs d'écoles privées qui nous parleront de différentes pédagogies, notamment la pédagogie de Montessori ou de Freinet. Donc vous pourrez aussi poser vos questions en direct. Et dans la seconde partie de Ligne Directe, il sera question de la charge sexuelle de l'homme, parce qu'on a parlé de la femme le week-end, la semaine dernière. Et donc là, il sera question de l'homme, de la question de performance, de la question de la taille. Donc voilà, ça sera à aborder demain avec l'association Prisme qu'on remercie. Et merci Jim à la technique et à demain. Consommation.